Si je vous dis MG ou Lancia, forcément vous savez que ces deux marques sont revenues d'entre les morts. Et d'ici les prochains mois, de nouveaux modèles de ces deux marques vont arriver sur le marché français et européen. Bon, MG c'est déjà le cas depuis 2020, et Lancia, après s'être endormi en 2016, et n'a été présent que sur le marché italien, revient enfin sur le marché français. Quand d'autres marques n'ont pas eu cette chance, je pense à Autobianchi, Saab, Rover ou encore Talbot. Des noms qui sont mythiques mais qui n'existent plus sur le marché. Petit retour sur ces marques qu'on a vu disparaître et qu'on n'est pas prêt de revoir de sitôt. Évidemment des marques qui coulent, il y en a l'appel, et je me suis concentré sur des marques qui étaient présentes sur le marché français ou européen et qui ont disparu dans un laps de temps de 40 ans. Donc tous les petits projets foireux d'artisans automobiles et je ne sais quoi, ça dégage. Mais dehors les Romano! On commence fort avec Austin. Pas besoin de grands discours, l'industrie automobile anglaise se casse la gueule depuis plusieurs décennies. La situation est délicate, après l'échec du groupe Leyland Motors né en 1868, le groupe fusionne avec la British Motor pour devenir British Leyland. BL deviendra par la suite Austin Rover Group, puis tout simplement Rover Group. C'est un sacré bordel et je synthétise parce que sinon une tisane et au lit et on y est encore demain. C'est pas fini. Le groupe est également marqué par divers soucis de qualité et de fiabilité, mais aussi par les mouvements sociaux qui frappent le Royaume-Uni dans les années 70. En 1986, la décision est prise d'abandonner la marque Austin à son sort. En effet, le groupe Rover veut monter en gamme et il doit faire le ménage dans les marques qui sont proposées. Austin va en payer le prix. Austin va donc démarrer une lente agonie avant de totalement disparaître au milieu des années 90. Et pourtant, tout n'était pas perdu car le groupe va se faire racheter par British Aerospace et le groupe Rover voit là la possibilité de pouvoir se relancer. Puisqu'il va exister deux branches automobiles au sein du nouveau groupe, il va y avoir d'un côté Land Rover et de l'autre la branche automobile Austin Rover. Pourtant, en 1990, patatras, eh bien le groupe va changer de nom et Austin est totalement abandonné au profit de Rover Group. La disparition d'Austin démarre à partir de 1990, enfin les effets visibles, puisque la métro disparaît en 90, la Maestro et la Montego disparaîtront quant à elles en 1994, ce qui clôturera 84 ans d'aventure automobile pour la marque. Comment expliquer la disparition d'Austin? Eh ben c'est très simple, il y avait littéralement beaucoup trop de marques dans le même groupe et à un moment donné il fallait bien avoir des pots cassés. Austin paye donc le fait d'avoir trop de marques, de ne plus avoir assez de financement, un manque réel de nouveautés et surtout tout le monde proposait la même voiture avec la même base. Quand je dis ça, ça me rappelle Stellantis. Autobianchi voit son aventure commencer comme tant d'autres constructeurs en étant un fabricant de vélos. Alors, à la base, la marque s'appelle tout simplement Bianchi, mais c'est en 1900 que la marque va se mettre à l'automobile, prenons le nom d'Autobianchi. Alors la petite marque automobile italienne va devenir un des plus gros concurrents de Fiat à l'époque. La marque acquiert une certaine notoriété, fait d'innovation et de véhicules haut de gamme. Après la Seconde Guerre mondiale, le constructeur chute et il est aux portes de la faillite. Il va donc se retourner vers Fiat. Certes, Fiat et Autobianchi sont ennemis, mais c'est le premier qui va sauver le second. Un accord est signé entre Fiat et Autobianchi, mais aussi Pirelli. Fiat va fournir la base des voitures avec les moteurs, Pirelli les pneus et les calendriers, coquin. Et Autobianchi va se charger d'assembler et de proposer ses propres modèles avec tout ce melting pot. La Bianchina va être le premier véhicule issu de ce partenariat qui finira donc par être un rachat, qui est en fait une Fiat 500 recarrossée et adaptée selon le goût d'Autobianchi. Alors la Bianchina va faire un flop, mais la voiture qui va changer la donne dans l'histoire d'Autobianchi, eh bien c'est la Primula, première compacte européenne disposant de la traction. Alors pour le coup, les Italiens ont un petit wagon de retard puisque Alechi Zigonis et sa Mini avaient déjà popularisé le concept. Aux grandes dames de Fiat et d'un de ses ingénieurs qui va littéralement péter un câble. Bref, je reviens sur cette histoire dans une des vidéos que j'ai consacrées sur l'Y10 où je vous raconte un peu tout ça. Bref, revenons à la fin d'Autobianchi. Autobianchi, sous l'égide du groupe Fiat, devient la marque laboratoire du groupe italien. Alors, pour faire simple, en 1969, Fiat rachète Lancia,
qui offre Auto Bianchi à ce dernier. Et c'est sous Lancia que l'étude de la 112 va voir le jour. Bon, à partir de l'histoire de la citadine, il se passe pas grand chose chez Auto Bianchi, et la marque va disparaître du marché français et européen à partir de 1992. Et la marque va être mise en sommeil à partir de 1994, lorsque l'Y10 est arrêté. Et la marque disparaît définitivement à ce moment-là, puisque la nouvelle Lancia Ypsilon qui apparaît, eh bien, est rebadgée définitivement Lancia sur tous les marchés. Et c'est assez marrant puisque Lancia qui revient aujourd'hui sur notre marché revient avec l'Ypsilon, qui n'est pas un produit purement Lancia, mais l'héritage d'Auto Bianchi. Est-ce qu'on peut dire que la roue tourne? Mais j'espère que la roue tourne va vite tourner pour... Rien à voir avec Mercedes, mais avec Jaguar. Mais il y a quand même un lien avec Mercedes, hein, je vais tout vous expliquer. En 1896, Frédéric Richard Sims, un Anglais, acquiert les licences d'exploitation des brevets d'un certain Daimler, proche d'un autre monsieur qui a fondé Mercedes. Vous avez compris, Daimler et Daimler, ce ne sont pas les mêmes personnes et ce ne sont pas les mêmes entreprises. En 1960, Sir Lyons, patron et fondateur de Jaguar, a besoin urgemment d'un site qui a des connaissances dans l'assemblage automobile, car son site historique de Coventry n'arrive plus à suivre la demande et les commandes. En rachetant le site Daimler de Coventry, eh bien ce dernier possède aussi les droits sur Daimler. Bon alors, je vous arrête tout de suite, Lyons en a absolument rien à foutre de Daimler, lui ce qu'il veut c'est les murs, ce n'est pas la marque. Mais dehors les Romano! Eh bien Daimler disparaît. Faut dire que la marque britannique, certes prestigieuse, rencontre différents soucis. Ses ventes sont en dégringolade depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, son dernier modèle, la Dart SP250, est un véritable flop, et surtout, ce qui parachève le chant du cygne, c'est que la marque perd son contrat avec la famille royale d'Angleterre au profit de Rolls. Daimler va finalement devenir tout simplement une finition, un label haut de gamme sur certains modèles Jaguar, dont la XJ. Le nom sera une dernière fois utilisé sur la XJ entre 2006 et 2009 avec la Daimler Super 8. Suite au rachat par Tata de Jaguar Land Rover, eh bien les droits de Daimler sont toujours détenus par Jaguar, mais le groupe Tata n'en fait pas l'usage. Si je vous dis Innocenti, vous êtes très loin d'imaginer que derrière ce nom se cachent les scooters Lambretta. C'est à la fin des années 60 que le groupe industriel va se mettre à l'automobile. Allié de British Motor Corporation, Innocenti Auto fabrique sous licence une certaine Mini, avec deux objectifs. BMC contourne les frais de douane alors en vigueur, et Innocenti parvient à concurrencer Fiat et sa 500 à moindre frais. À partir de 1968, pas mal de choses vont se passer et Innocenti veut se débarrasser des Anglais. Pour le coup, ils veulent leur propre citadine, et ils vont donc contacter Berton et Michelotti pour concevoir une petite citadine, qui doit au final remplacer la Mini produite sous licence. Malheureusement, dès le mois de mai 1968, avec les mouvements sociaux français et les mouvements sociaux de la fin d'année en Italie, le groupe Innocenti doit se résoudre à vendre Innocenti Auto à Leyland. Au final, Innocenti tentait de fuir les Anglais, mais c'est la situation inverse qui va arriver. Et du coup, c'est simple, les Anglais vont faire n'importe quoi. Ils vont rebadger à outrance des modèles Morris ou encore Austin, et ils vont tous faire un terrible flop, les Italiens n'en veulent pas. Innocenti finit par redevenir un trou sans fond, et les Anglais vont finir par vendre le constructeur. Et c'est donc Alejandro De Tomaso, patron de la marque du supercar De Tomaso, qui va mettre la main sur Innocenti. En 1974 apparaît donc la Mini 90 et 120 qui vont séduire le marché italien. On doit donc le dessin de la puce à Nuccio Berton et c'est De Tomaso qui va faire de la puce un petit succès commercial. Malheureusement, avec une gamme qui ne comporte qu'un seul modèle, Innocenti finit par couler. Au final, De Tomaso se débarrasse de la marque en 1990 car ruiné, Maserati va racheter la marque et Fiat va reprendre l'outil industriel. Alors pour situer un peu la fin de la marque, eh bien à partir de 1991 jusqu'en 1997, eh bien Innocenti va finir par proposer des voitures Fiat rebadgées. Fiat utilise la marque pour produire différents véhicules comme la Coral, une Yugo 45 rebadgée, mais aussi les Innocenti 1000, 1000 Clip, Elba, qui n'étaient autres que des Fiat Uno et Uno SW, destinés à l'Italie, la Pologne ou encore le Brésil. À partir de 1997, Fiat va mettre en sommeil la marque et ses véhicules vont tout simplement disparaître. Si vous suivez un peu l'actualité, vous savez qu'Auto Bianchi et Innocenti sont au cœur d'une tension entre le groupe Stellantis et l'État
italien. Si MG a eu le bonheur de pouvoir reposer ses pneus sur les routes européennes, eh ben il y a un constructeur qui n'a pas cette chance et c'est Rover. Si Austin a disparu depuis un moment, Rover et MG ont survécu jusqu'en 2005 avant de faire faillite, lâché par BMW et criblé de dettes. Le groupe MG Rover a d'ailleurs terminé sa course démantelé et revendu au groupe chinois SAIC. Toutefois, si Maurice Garage est bien détenu par les Chinois des SAIC, eh bien le nom Rover est la propriété du groupe Tata Motors qui a acquis en même temps que Jaguar Land Rover eh bien l'exclusivité du nom Rover. Rover, qui était une marque assez prestigieuse avec des modèles plutôt haut de gamme, va connaître une terrible chute au début des années 2000 avec des modèles plutôt datés, assez ancien et avec un vrai manque cruel de nouveautés. En fait, les caisses étaient vides et le constructeur ne pouvait plus renouveler son offre. Et c'est ainsi que tout le groupe va finir par chuter en 2005. MG est une histoire proche puisque le nom est resté détenu très longtemps par les Allemands de BMW avant d'être cédé à SAIC. Du coup, Rover ne pouvant plus être utilisé par SAIC, la marque est tout simplement renommée Roway. Et depuis, le Drakkar vit une nouvelle vie en Chine en ayant rebadgé la 75 à plusieurs reprises et en proposant de nouveaux produits plus adaptés à la clientèle chinoise. Un peu de culture G pour commencer, puisque Matra désigne tout simplement mécanique, aviation, traction. Vous connaissez pour sa fin tragique, puisque le groupement automobile va se casser la gueule en 2003 après l'échec du Renault Avantime. Matra, ce n'est pas que des monospaces, c'est aussi des petites sportives qui vont rythmer la vie des Français dans les années 60, 70 et 80. On peut citer la Matra Jet, la 530 ou encore la Bagheera. Mais la société va aussi s'illustrer en compétition automobile et comme l'inventeur du monospace avec le Renault Espace. Le constructeur a en fait une large palette d'activités puisqu'il va de l'automobile à l'aviation, l'aérospatiale ou encore la défense. En 2003, Matra est donc une société tentaculaire qui touche à tout. Mais sa partie automobile va se casser les dents après l'échec du Renault Avantime. Et il y a plusieurs explications à ça. Matra, qui a toujours fabriqué toutes les générations de Renault Espace, se voit retirer par Renault la fabrication et la conception de la 4e génération. En remplacement, eh bien, Matra va se voir confier la construction et le développement de l'Avantime. Malheureusement, la suite de l'histoire, vous la connaissez. Si l'Espace 4 se vend bien, mais il est fabriqué à Sandouville en Normandie, eh bien à Romorantin la situation est tout autre. L'Avantime est un véritable flop. La société se place en liquidation judiciaire à partir de 2003 et l'usine de Romorantin ferme dans la foulée. En fin d'année 2003, Pininfarina reprend la partie ingénierie, centre d'essai et prototypage, et c'est donc la fin de l'aventure pour Matra. Maybach est un constructeur automobile allemand qui était avant tout un motoriste dans l'aéronautique comme BMW. Après la Première Guerre mondiale et le traité de Versailles de 1919, Maybach ne peut plus fabriquer de moteurs d'avion. Le constructeur se tourne alors vers l'automobile en entrant en concurrence avec Rolls-Royce ou encore Bugatti. Maybach se fait principalement un nom avec ses limousines les Zeppelin DS7 et DS8. Après la Seconde Guerre mondiale, eh bien le constructeur allemand va tomber en désuétude et en 1960, il finit par être racheté par le groupe Daimler, propriétaire de Mercedes-Benz. La marque disparaît la même année. Il faudra attendre 2002 pour voir Maybach renaître de ses cendres, où Mercedes tente de répondre à Rolls-Royce, désormais propriété de BMW, avec des limousines ultra luxueuses. Malheureusement pour les Maybach 57 et 62, le succès n'est pas au rendez-vous. Enfin, en même temps, j'étais un peu dégueulasse. La marque meurt une seconde fois en 2013, mais va revenir en 2015 sous le titre de label ou finition luxueuse des modèles Mercedes. Le petit constructeur va voir le jour en 2010 sur les cendres de Liège, en reprenant à son compte les chaînes de production du site de Cerizay dans les Deux-Sèvres. La marque elle a connu une hype assez rapide autour de son lancement, puisque rappelez-vous, elle était soutenue par Ségolène Royal à l'époque. Malheureusement, si tout paraît rose, le constructeur va rapidement connaître une fin tragique. L'actionnaire majoritaire, Focus Asia, et sa patronne Michel Boss sont accusés de malversation. Mia Electric chute et le constructeur est en faillite. Michel Boss sera rapidement jugé pour escroquerie, abus de biens sociaux et banqueroute. Dès 2014, la production est arrêtée et c'est la fin de l'aventure pour la petite Mia Electric. C'est ainsi que prend fin l'aventure Mia qu'on nous avait tant vendu. C'était l'une des marques les plus populaires du Royaume-Uni
et elle a fini coulée comme une grosse merde. Morris a une histoire passionnante. À partir de la Première Guerre mondiale, Morris propose des voitures peu chères mais de bonne qualité et fiables. Du coup, Morris rachète de nombreux concurrents et autres fournisseurs avec une politique d'achat agressive. Le constructeur est tellement puissant au Royaume-Uni qu'il dépasse rapidement Ford avec 50% de part de marché. C'est absolument monstrueux. En 1924, Cecil Kimber, alors négociant et revendeur de la marque Morris, met au point une gamme de petites voitures sportives qui vont prendre le nom de Morris Garage. Et oui, c'est ainsi que voit le jour la marque MG. En 1928, MG devient indépendant de Morris et elle commence à proposer ses propres modèles. En 1938, Morris est devenu un ogre, au point qu'il va racheter la plupart de ses concurrents. Il absorbe les marques Wolseley, MG ou encore Riley et fonde le groupe Nutfield Organization. En 1952, eh bien Morris va faire ce qui va provoquer sa chute, il va se rapprocher de la marque Austin. La fusion va donner naissance au groupe British Motor Corporation. En 1968, le groupe devient la British Leyland Motor Corporation, puis British Leyland, avec tous les échecs qu'on lui connaît. Morris va perdre tout ce qui faisait sa force, la marque va finalement disparaître en 1984, mais MG va survivre à sa marque mère. D'ailleurs, SAIC, propriétaire de MG, détient toujours à ce jour les droits de la marque Morris. C'est l'un des plus jeunes constructeurs automobiles français et il a déjà disparu. Pas mal, non? C'est français. MPM Motors, dont le nom fait référence à Mikhail Paramonov, est l'ancien patron de la marque russe Tagaz. La PS 160, qui deviendra l'Erelis, dérivait d'une berline russe, la Tagaz Aquila. Derrière la marque se cachent les deux fils Oleg et Igor. Ils vivent en France depuis plus de 20 ans. MPM homologue rapidement ses voitures car la loi française autorise une production en petite série limitée à 1000 exemplaires par an. Les modèles de pré-série se nomment tout simplement PS 160. L'aventure avait été suivie à l'époque par Boîtier Rouge et le constructeur était pragmatique mais espérait tout de même durer dans le temps. La marque voit le jour sur les cendres de la Tagaz Aquila qui n'avait finalement pas vu le jour sur son marché national, la Russie. Toutefois, la voiture a été développée en Corée du Sud mais assemblée en Russie. La PS 160 devient rapidement l'Erelis en abandonnant son 1,6 litre d'origine Mitsubishi dont le malus limite la production de la voiture pour le 3 cylindres 1 litre de PureTech de PSA. Enfin, la voiture devait concurrencer la Dacia Logan sur le marché des berlines low cost avec un prix d'entrée attractif. Sa conception passait par une carrosserie en fibre de verre posée sur une structure tubulaire. Malheureusement, en 2020, eh bien, la société va faire faillite. Les ventes baissent, la qualité n'est pas au rendez-vous et les essais presse démontent la voiture. Malgré tous les efforts du constructeur, MPM est en redressement judiciaire et c'en est terminé de celle qu'on surnommait la 4e marque automobile française. Ce constructeur absolument incroyable avec une histoire aussi dingue que passionnante va donc disparaître. Le groupement Saab est né en 1937 par la volonté du gouvernement suédois de s'armer et de pacifier son territoire face à la menace russe. Mais c'est normal en Russie! 10 ans plus tard, eh bien, le gouvernement va changer d'épaule avec Saab puisqu'ils vont lancer la production et l'étude d'une petite voiture populaire et accessible pour les Suédois. Alors pas mal de choses à raconter sur l'histoire de Saab, mais ici ce qui nous intéresse c'est sa fin et vous allez voir c'est complet. Il y a entrée, plat, dessert. Avec la crise des subprimes en 2008, General Motors se sépare de la marque. Le constructeur suédois ne trouve pas rapidement un acquéreur car GM fait blocus. Pas mal de monde va se proposer pour le rachat de Saab, mais General Motors n'en voudra pas en entendre parler, tout simplement car ce sont des constructeurs chinois. General Motors va finalement échanger avec Skyper et son patron Victor Muller qui va racheter le constructeur en 2010. Alors une des raisons du blocus de GM, elle est plutôt très simple. Le groupement américain refuse que sa technologie tombe entre les mains de la concurrence. Le nouveau groupe Saab Skyper deviendra dès 2011 Swedish Automobile NV. La Swan. Bon alors malheureusement pour la Swan, moins d'un an après la création du groupe, eh bien ils font faillite. C'est finalement les Chinois Panda et Youngman qui vont se porter acquéreurs. Pendant ce temps, Victor Muller fait tout avec l'État suédois pour sauver Saab
sans succès. La dette de Saab est abyssale et le mène à nouveau à la faillite. En 2011, les Chinois Pangda et Youngman vont de nouveau se porter acquéreurs de la marque. Mais GM remet son veto, ayant peur que Saab ne fasse de l'ombre aux marques américaines présentes en Chine, mais aussi du vol de brevets détenus par GM, notamment pour les berlines 9.5 et le SUV 9.4X. Au final, c'est le consortium sino-japonais NEVS pour National Electric Vehicle Sweden qui va se porter acquéreur. Alors les ayants droit de la marque Saab et du Griffon vont tout de suite y mettre leur veto, ils ne veulent pas qu'NEVS utilise le nom de Saab. Mais GM ne va pas faire blocus puisqu'il va garder pour lui les brevets et la 9.5 ainsi que la 9.4X. NVS rachète le site de Toyotan, mais aussi la 9.3 et ses chaînes de production. NVS prévoit une nouvelle génération de 9.3 électrique, mais rien ne va se passer comme prévu, avec des soupçons de délocalisation dissimulée et d'autres affaires louches qui vont faire surface. À partir de 2016, NEVS va faire l'abandon de l'usage du nom Saab et c'est la fin de l'aventure suédoise. Aujourd'hui, NEVS est dans la même situation que Saab, elle a fait faillite et elle cherche par tous les moyens un repreneur pour relancer son projet d'Emily GT. Alors Talbot, c'est une société qui a une drôle d'histoire. C'est une marque anglaise qui va être achetée par un Français et elle va devenir française, messieurs dames. Pas mal, non? C'est français. Grâce à Anthony Lago, et donc la marque va devenir Talbot Lago. La marque brille par ses motorisations et ses modèles comme la Grand Sport ou encore la T150C, plus connue sous le nom de la Goutte d'eau. Elle remporte également des courses grâce à un certain Chiron. La marque finira par connaître une baisse de ses ventes après la Seconde Guerre mondiale. En 1958, Talbot Lago finit par être absorbé par le constructeur français Simca. Simca qui finira lui-même aussi absorbé par Chrysler Europe, qui finira lui aussi absorbé par PSA. Après le rachat par Simca, Talbot, dont les ventes continuent de s'effriter, est mis en sommeil à partir de 1960. C'est dans la même décennie que Simca lui aussi finit entre les mains de Chrysler Europe, qui comprend les marques Roots, Hillman, Humber ou encore Sunbeam. Ironie de l'histoire, Sunbeam fut un temps propriété de Talbot. Chrysler Europe, en difficulté en 78, est finalement racheté par PSA et l'échange comprend les sites de Poissy en France, Linwood Ryton en Grande-Bretagne et celui de Madrid Villaverde en Espagne. La renaissance de Talbot va intervenir dans le cadre où PSA veut uniformiser ses marques. En effet, en France, on connaît Simca et au Royaume-Uni, on connaît Chrysler. Ça fait deux marques en trop et PSA veut absolument une seule marque. Et bien, dans tout le portefeuille de marques, c'est Talbot qui ressort car elle était aussi bien connue en France qu'au Royaume-Uni et la marque parle encore aux consommateurs puisqu'elle a disparu à ce moment-là, il y a une décennie à peine. Donc Chrysler et Simca vont disparaître au profit de Talbot. Le nom remplace toutes les précédentes filiales de Chrysler avec une mise à jour des modèles de production comme l'Horizon. PSA investit énormément dans la promotion du nom, mais ce changement va perturber la clientèle. Sans oublier que le second choc pétrolier vient paralyser le pays et tout le groupe. Suite à ça, PSA va faire aussi face à une crise économique, mais aussi à des mouvements sociaux. Bon, désolé les gars, j'ai eu un problème technique, d'où le fait que je me suis changé de tenue. En 1981, eh bien, Peugeot va commettre une terrible erreur. Il va fusionner les espaces de vente entre Peugeot et Talbot. Les modèles comme la Tagora ou la Solara ne vont pas rencontrer le succès. Les modèles Talbot comme la Tagora ou la Solara ne vont pas trouver leur clientèle. Pire, la chute des ventes va être violente et fatale aux constructeurs. Peugeot Citroën, qui est dans une situation économique très compliquée, va prendre la décision de laisser mourir Talbot à petit feu. Talbot va finir par quitter la France et l'Espagne dès 1987 avec l'arrêt de la Solara ou encore de l'Horizon. Enfin, la Grande-Bretagne va voir disparaître Talbot à partir de 1995, puisque la marque ne commercialisait plus que là-bas l'Express, le frère jumeau des Peugeot J5 ou encore du Citroën C25. L'histoire nous rappelle presque une autre marque, vous l'aurez deviné, elle est du même groupe, je parle DS Automobile. J'adore rire. La marque Triumph, elle voit le jour à Coventry en Angleterre et elle démarre son activité comme une marque qui rebadge des vélos. C'est à partir de 1889 que la marque va devenir véritablement un fabricant de bicyclettes. À partir de 1902, eh bien Triumph va développer une nouvelle branche dans ses activités,
c'est Triumph Moto. La marque va connaître un certain succès avec ses véhicules motorisés jusqu'en 1921 où elle va racheter le constructeur automobile Dawson qui va devenir Triumph Motor. Après le crash de 1929, Triumph va voir ses ventes chuter et il faudra attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que la situation économique de la marque s'améliore. Enfin, presque. Triumph va essayer de survivre avec sa partie automobile en cédant la partie moto. La situation de Triumph est calamiteuse puisqu'après la Seconde Guerre mondiale, eh bien l'usine de Coventry n'est plus qu'un immense champ de ruines. Après la séparation de la branche moto, Triumph Motor est finalement revendu à la marque standard de Sir John Black. L'objectif de Black est de faire monter Triumph en gamme afin de concurrencer l'ennemi de toujours, Sir Lions et sa marque Jaguar. Alors si les Triumph d'avant-guerre étaient de belles voitures haut de gamme et surtout innovantes, eh bien on ne peut pas dire que les Triumph d'après-guerre soient vraiment valorisantes. La marque se casse donc à nouveau la gueule. Le salut de Triumph va passer par le succès de sa gamme Roadster, la fameuse TR, qui signifie simplement Triumph Roadster, qui va lui permettre de bâtir une certaine réputation, lui permettre une belle percée aux États-Unis, mais aussi lui causer sa perte. Triumph connaît un tel succès que la marque standard finit par disparaître. Le dernier projet de la marque, l'Herald, va finir rebadgé sous la marque Triumph. Cette dernière connaîtra un très joli succès et elle va permettre de produire un autre roadster à succès, la Spitfire. En 1961, le groupe standard Triumph finit dans l'escarcelle du groupe Leyland Motor. Standard disparaît définitivement en 1963 et la suite est connue. Leyland finit par fusionner avec BMC et va finir d'achever Triumph. Triumph va finir en confrontation avec les autres marques du nouveau groupe anglais, MG et Rover. Les années 70 vont correspondre au chant du cygne de la marque avec les Dolomites, Stag et autres TR7 qui s'attirent une réputation de voiture à problème et ternissent l'image du constructeur. Le déclin de la marque va véritablement commencer avec la mauvaise image du groupe British Leyland. Ouais, c'est marrant. Mais il ne faut pas oublier aussi les nouvelles normes de sécurité et normes anti-pollution qui achèvent la marque aux États-Unis. En 1980, c'est la berline de la dernière chance. Triumph présente l'Acclaim qui n'est qu'autre qu'une Honda Ballade rebadgée et fabriquée au Royaume-Uni afin d'éviter des frais de douane. Malgré tous ces efforts, la marque finira par disparaître en 1984. Aujourd'hui, la marque elle est détenue par BMW qui a refusé de fournir les droits à Phoenix lors du rachat du groupe MG Rover. TVR est fondé par Trevor Wilkinson et comme vous en doutez, TVR signifie Trevor sans voyelle. Le constructeur est devenu l'une des marques les plus puissantes dans sa catégorie. TVR deviendra le troisième plus gros fabricant de voitures sportives avec ses coupés et ses cabriolets. La marque démocratise le concept de la carrosserie plastique en fibre de verre posée sur un châssis en acier tubulaire. Une conception finalement qu'on connaît encore aujourd'hui. La marque a une histoire un peu sombre et de nombreux patrons vont se succéder jusqu'à Nicolas Somolanski. La marque est mise en sommeil en 2012 car jugée pas assez rentable, malgré le lancement de la Sagaris qui reçoit un accueil mitigé. Depuis, la marque n'a pas vraiment donné signe de vie et malgré l'annonce d'un nouveau coupé à moteur V8 en 2014. Il faudra attendre 2017 pour voir apparaître le prototype de la Griffith. Alors, je passe sur mon anglais pour le coup. Et son moteur V8 d'origine Ford Mustang. Depuis, on n'a pas plus de nouvelles de la marque TVR ni de ce fameux coupé V8, et ce malgré un excellent accueil de la part du public et du travail de Gordon Murray, qui, je vous rappelle, est le papa de la McLaren F1. Alors on repart dans le passé avec pas vraiment un constructeur automobile, mais plutôt comme Matra, un concepteur automobile, et c'est Heuliez. Apparue en 1920, la société Heuliez se spécialise rapidement dans la conception et la production de véhicules pour le compte de différents constructeurs. Alors si je vous en parle aujourd'hui, c'est que la société a eu un rôle important dans le monde de l'automobile et dans son histoire. Basée à Cerizay, vous vous en doutez, Heuliez était à l'origine de la petite Mia électrique qu'on a raconté un peu plus tôt dans la vidéo. La marque va proposer des innovations, mais aussi se lancer dans la production d'autocars. En 1952, Heuliez assure la fabrication des utilitaires 23
53 et 50 HLZ de Citroën. En 1955, Heuliez devient un carrossier industriel sur base de Citroën, Peugeot, Renault ou encore Simca. Alors par la suite, Heuliez va proposer ses services dans le cadre d'études, le prototypage et la conception de véhicules pour les constructeurs automobiles. Heuliez va bâtir sa réputation sur la conception de cabriolets, mais aussi de véhicules de niche comme des coupés ou encore des breaks. La société devient un acteur important dans la conception de toits rétractables ou simplement ouvrants et des systèmes de sièges. On note de nombreuses propositions pour Citroën ou encore Renault qui n'aboutiront pas. Avant la fin de la marque, on doit à Heuliez la petite Opel Tigra Twin Top, mais aussi la structure des sièges arrière d'une Renault Modus. La société va tenter de se renouveler en présentant dès 2008 un concept de petit véhicule électrique, la Friendly, car l'entreprise veut se faire un nom dans le développement de la voiture électrique. On doit déjà à Heuliez la fabrication et la conception des Citroën AX et Saxo électriques, mais aussi des Peugeot 106 électriques. La chute de Heuliez arrive en 2007 lorsque PSA lâche la société qui réalisait depuis 50 ans une veille technologique. L'entreprise va demander de l'aide à l'État français après la crise financière de 2008. Hélas, le gouvernement Fillon va refuser, provoquant la chute de la société. Heuliez met en avant dans sa procédure de sauvegarde l'important contrat avec le groupe Volkswagen, pour qui la marque française produit des toits ouvrants pour l'ensemble du groupe, de Seat jusqu'à Lamborghini. Sans oublier que Heuliez a quand même reçu un très bon accueil autour du concept Friendly et que la marque compte bien devenir un constructeur automobile. Heuliez appuie sur ce point en disant que la voiture est en cours de développement, mais qu'elle a eu déjà pas mal d'intéressés autour de ce projet. Malheureusement, rien ne sauvera la société et elle sera placée en liquidation. Heuliez Automobile disparaît en 2013, tandis que les autres activités du groupe continuent d'exister, puisque Heuliez c'est aussi la fabrication de cars et d'autobus. Alors là, on n'est pas sur une marque qui a disparu ou qui est morte, on est sur une marque qui a totalement changé d'activité. Venturi Automobile voit le jour en 1985 grâce à Claude Poirot, Gérard Godefroy et Hervé Boulan. Elle se spécialise dans la voiture de grand tourisme. Un premier prototype voit le jour en 1984 et fait sensation au Salon de l'Automobile de Paris. Alors on parle Venturi, mais le vrai nom de la marque c'est MVS pour Manufacture de voitures de sport. Venturi c'est avant tout l'histoire entre deux hommes devenus amis, Gérard Godefroy, designer, à qui l'on doit l'Alpine GTA ou encore la Peugeot 205, et Claude Poirot, un ingénieur venu de chez Alpine ou encore Chrysler. Les deux hommes se rencontrent chez Heuliez et vont joindre leurs forces pour concevoir la sportive ultime. Cette voiture va prendre tout simplement le nom de Venturi. Le nom de Venturi fait référence à l'aventure et au phénomène aérodynamique, l'effet Venturi. La voiture au départ aura un Y à la fin qui fait référence au mot Century en anglais et qui fait écho donc à un nom européen. Par un concours de circonstances, Hervé Boulan, qui investit dans le projet, préfère que la voiture prenne le nom de Venturi avec un I, en référence à Ferrari, puisque ce dernier est amateur de la marque au cheval Cabré. À partir de 1989, Didier Prima arrive à la tête de la marque et nomme Xavier de la Chapelle PDG. Au passage, MVS disparaît au profit du seul nom de Venturi. La première mort arrive en 1996 puisque la marque mal en point est déclarée en liquidation judiciaire. Mais la marque est sauvée in extremis par un fonds thaïlandais. Alors toutefois, au début des années 2000, l'Asie et surtout la Thaïlande subissent de plein fouet une violente crise financière et tous les projets autour de Venturi sont abandonné. La marque est remise en vente et depuis 2000, Venturi est la propriété de Gildo Palanca Pastor. La marque va faire un virage à 180 degrés et abandonner purement et simplement le thermique au profit de la propulsion électrique. En 2004, la marque présente la Fétiche, la toute première sportive à moteur électrique au monde. Mais surtout, Venturi, c'est une gamme qui s'annonce avec l'America et la Volage. Bon alors, évidemment, ces deux véhicules n'auront pas de suite. En barreau d'honneur, Venturi va présenter sa dernière voiture thermique, la Venturi GT3 Héritage, qui sera le dernier modèle thermique avec son V8 d'origine Audi. Alors malheureusement, la voiture va rester à l'état de concept et n'aura pas de suite. En 2009, Venturi développe des moteurs électriques pour le compte de PSA, à qui il fournit des berlingots et des partenaires électriques Powered by Venturi. 1000 exemplaires seront construits jusqu'en 2011. Et après, eh bien la marque ne va plus trop donner signe de vie et elle va plutôt disparaître des radars. On ne sait pas trop ce que devient la Fétiche ou encore les deux autres véhicules, puisque vous en doutez, au final, il ne se passera rien. À partir de 2015, Venturi fait l'annonce qu'il arrête purement et simplement l'automobile pour se concentrer sur d'autres projets. Ils vont se concentrer sur la Formule E, mais aussi sur des programmes d'endurance ou encore de records de vitesse en véhicule
électrique. Voilà pour ce petit tour d'horizon autour de ces marques disparues. Alors il y en a certaines que j'ai pas citées, donc ça sera peut-être l'objet d'un épisode 2. N'hésitez pas à m'en dire lesquelles aussi j'ai oublié. Voilà, c'était des marques hyper intéressantes avec des passés plus ou moins prestigieux, plus ou moins atypiques. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner. Merci pour ceux qui l'ont déjà fait. Merci pour vos likes, merci pour vos pouces, merci pour votre amour. Je vous dis à très bientôt. C'était Guillaume et salut.